Bien, rebonjour à toutes et tous et merci d'être revenus en deuxième semaine. Donc, on va avoir une table ronde. Alors, ce n'est pas une table ronde sur la parité, hein. Nous sommes 2 femmes, 2 hommes, ce qui est exceptionnel dans le monde de la cyber. Mais c'est une table ronde qui va être consacrée à la préparation à la cybercrise. Et j'ai la chance donc d'avoir 3 invités. Donc, alors, je vais essayer de ne pas faire de bugs sur la prononciation parce qu'ils ont des noms compliqués. Hein, donc, et comme je ne suis pas très bonne. Donc, Stéphane. d'IMS Network, Chmielewski, voilà, Marie Lepargneux de chez Tetris et Sébastien Wojcicki d'Advance. Voilà. Donc, je vais leur donner la parole à tour de rôle parce qu'on a 20 minutes en fait pour s'exprimer. Donc en fait, on a 2 grands thèmes pour cette table ronde. Une première partie qui va être consacrée sur les différents volets de la préparation à la gestion d'une crise d'origine cyber. Et puis ensuite, dans une deuxième partie, on viendra plus sur un petit peu les trucs, astuces, bonnes pratiques, accélérateurs. Donc, retour dans la vraie vie avec des bonnes pratiques grâce à nos 3 intervenants. Donc, je vais commencer dans cette première partie sur la préparation avec vous, Sébastien. Un petit peu, finalement, si on est confronté à toutes ces crises cyber, c'est qu'il y a une menace. Et comment on peut connaître cette menace ou comment on peut améliorer sa connaissance de cette menace? Alors, effectivement, dans toute la préparation préalable au traitement d'une crise cyber, il y a la connaissance de la menace et la préparation de la réponse aussi, également. La connaissance de la menace vient quasi exclusivement, enfin pas quasi exclusivement, mais principalement des activités de threat intelligence. On va essayer de monitorer des groupes d'attaquants, des techniques d'attaque. On va essayer aussi d'aller échanger, récupérer de l'information auprès de ses pairs, etc. Donc ces nouvelles attaques, toutes ces typologies d'attaques, on va essayer de les référencer, de les faire correspondre à des grands référentiels connus, le NIST, l'attaque matrix du MITRE par exemple. Une fois qu'on a ce gros package, on va se préparer à répondre à chacune des étapes potentielles de chacune de ces menaces une fois mises à exécution. Donc là, on va essayer de préparer au mieux des fiches réflexes, vraiment pour être sûr que n'importe qui, même à 4 heures du matin, soit capable de prendre le document et vraiment de réagir comme il faut, de la manière la plus cadrée possible sur chacun de ces événements. Et par exemple, sur les groupes de hackers en particulier, est-ce que vous avez des façons de fonctionner, de partager de l'info ou autre? Alors déjà, les grands groupes de hackers, encore une fois, on est sur de la threat intel, de la menace, de la veille vraiment du deep web, dark web. Donc on va passer surtout via des partenaires ou justement des personnes qui sont très infiltrées depuis longtemps dans ces groupes pour essayer d'acquérir de l'information sur ce qu'ils ont prévu de faire, quand est-ce qu'ils ont prévu de le faire. C'est une activité qui est très très longue, qui nécessite énormément de ressources, de moyens humains, d'investissement en temps. Donc c'est des personnes en général qui font ça depuis des années, qui sont vraiment bien implantées dans ces groupes-là. Une fois qu'on a connaissance d'une attaque qui va potentiellement se produire, on essaye de récupérer un maximum d'informations. Quelles sont les méthodologies qui vont être employées, quelles sont les techniques vraiment techniques, les IP, les toolkits qui vont être utilisés. Et à ce moment-là, on s'assure d'avoir le maximum d'informations en rapport avec ces toolkits, on les analyse, on crée nos fiches réflexes pour être sûr de pouvoir vraiment récupérer ces informations-là et pouvoir les traiter au bon moment. Alors il y a aussi une étape qui est extrêmement importante, c'est que cette activité de veille n'est pas du tout dédiée uniquement, exclusivement aux équipes de réponse à incidents, mais elle est bien évidemment consommée et très utilisée par la Blue Team également. Donc c'est aussi un des enjeux majeurs de la détection, puisqu'on est capable de calibrer une détection également sur tous ces TTPs du MITRE qu'on aura identifiés. D'accord, donc on voit la connaissance effectivement avec ces différentes façons de procéder et autres.
Alors, une fois qu'on a un petit peu cette connaissance, ce qui est important ensuite, c'est détecter, malheureusement. Alors, vous Marie, c'est un petit peu votre domaine d'expertise, un de vos domaines d'expertise, un petit peu dans la détection de ce qui va se passer, de comment ça se passe, ou c'est déjà passé. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous donner quelques pistes de réflexion et d'expérience sur cette partie de détection ? Oui, et puis en rebond de ce qui vient d'être mentionné, de notre côté aussi, bien sûr, on se prépare. Donc, on a besoin d'avoir une connaissance très affinée de la menace. On a dans nos équipes des personnes qui ont fait de l'offensif dans d'autres situations professionnelles, et donc ils connaissent bien les méthodes des attaquants. Et puis, on est aussi dans un partage au niveau local, au niveau national, au niveau international, des menaces que nous pouvons trouver. Et en citant un seul exemple, SolarWinds, dont vous avez dû entendre parler, nous a remercié de manière publique dans la presse parce que nous avons été l'une des 2 premières sociétés au monde à trouver un zero day, donc à trouver ce type d'attaque et à pouvoir du coup le communiquer au niveau global. Une fois qu'on a dit ça, donc ça c'est presque nous, on fait du security by design, on construit nos outils. Tetris est éditeur de logiciels en cybersécurité. Et on développe des capacités en effet de détection, mais aussi de remédiation. Et en termes de préparation, nous on préfère bien entendu intervenir en prévention plutôt qu'en réaction. Ça nous arrive de manière régulière de venir alors qu'il y a déjà une crise et que la première chose à faire d'un point de vue technologique, c'est d'installer un EDR, un Endpoint Detection and Response, sur l'ensemble des postes de travail et les serveurs. C'est la première chose à faire d'un point de vue technologique. On préfère l'avoir mis avant et être dans la prévention. Et quand je parle de détection, il y a à la fois la détection, mais aussi la remédiation. Parce qu'on a beau avoir une threat intelligence qui soit extrêmement avancée, qui couvre l'ensemble des menaces aujourd'hui existantes, ce que l'on constate, nous, chez nos clients, c'est que chaque jour, on tue des process informatiques qui sont connus comme malveillants, mais on en tue aussi des process informatiques qui sont inconnus dans les bases. Et quand on parle de Endpoint Detection and Response et de XDR Platform, Extended Detection and Response, c'est ça l'objectif, c'est dire être en capacité de contrer, de détecter et de remédier à des menaces, non seulement celles connues, mais aussi celles qui sont inconnues aujourd'hui. Et si possible, comme nous le faisons, sans intervention humaine. Parce que quand il y a une attaque qui a réussi à passer et qui est sur le point d'exploser, eh bien, le temps de la réponse humaine, c'est comme, vous le savez, dans un avion, s'il y avait le besoin de cette réponse humaine, parfois en l'espace de 30 secondes, en l'espace d'1 minute, au regard de la vitesse de propagation d'un ransomware, qu'on estime d'être à peu près de 500 postes par minute, vous savez qu'en 1 minute, si la décision n'a pas été prise de faire de la remédiation, en automatique et sans intervention humaine, vous avez déjà une partie de votre parc qui est détruite. Très bien, donc on comprend effectivement à la fois comment cette connaissance de la menace, cette détection et cette remédiation effectivement peuvent s'enchaîner. Mais en termes de préparation, on sait aussi que c'est important d'avoir des réflexes, la partie humaine est importante. Et Stéphane, vous en avez beaucoup parlé d'entraînement, en fait, de ce que vous pratiquez, vous, comment on s'entraîne justement, on se prépare, on s'entraîne. Un peu comme les pompiers, en fait. On y revient. Tout le monde, mais effectivement, je pense que l'enjeu, là, c'est de développer des réflexes dans l'organisation, dans la structure, pour que l'organisation, en fait, soit capable de pouvoir... La résilience, c'est ça, hein, c'est vous prenez des chocs, puis vous continuez, en fait, à avancer. Et je suis persuadé qu'effectivement, et je le vois avec les discussions qu'on a de plus en plus avec les directions générales, avec les DSI, il y a une prise de conscience qu'en fait, la probabilité maintenant d'une crise cyber, pour eux, elle est réelle. Ils savent que ça va arriver. La question, c'est quand maintenant, mais ils savent que ça va arriver. La question maintenant, c'est comment on se prépare avec cette probabilité-là. Et donc, il faut se préparer à plusieurs endroits dans l'organisation. Effectivement, on a parlé tout à l'heure de structures de crise, de salles de crise, etc. Tout ça, ça doit vivre et ça doit permettre de pouvoir être incarné dans des tests réguliers. Est-ce que derrière, l'équipe de management a la capacité à décider correctement, sans les biais que tout à l'heure on a pu évoquer? Et on le voit très vite, hein, c'est ce genre d'exercice un peu sur table, où on prend des scénarios de base, attaque ransomware ou attaque DDoS ou espionnage. On voit très vite qu'en fait, les gens qui ne sont pas préparés vont s'en mêler, vont partir dans des décisions qui ne sont pas bonnes.
vont des fois ne pas respecter les process qui sont en place. Et des fois, c'est juste ça. Hein. Il y a des process, mais en fait, ils ne sont pas connus. Et donc, tous ces exercices-là, en fait, doivent permettre à l'organisation de pouvoir prendre conscience de la réalité, en fait, de leur état d'impréparation. Ça, c'est important. Sur les aspects techniques, c'est pareil. Il faut aussi tester la résilience, et on peut le faire avec des attaques offensives, enfin des pentests ou des choses comme ça, hein, pour voir un petit peu en termes de gap, est-ce qu'on a vraiment préparé l'organisation techniquement pour prendre en compte la menace, etc. Il faut vraiment avoir ce qui est important dans cette préparation, c'est être capable de voir où on en est réellement, en fait, où l'organisation est réellement. Est-ce qu'elle sait, si jamais en fait toute son IT s'arrête, est-ce qu'elle sait repartir? Est-ce qu'elle a en fait identifié dans la chaîne de sous-traitance tous les sous-traitants qui sont nécessaires en fait à son bon fonctionnement? Est-ce qu'on a identifié effectivement en termes de communication de crise les parties prenantes? Est-ce qu'on a bien les connexions à l'intérieur de l'organisation pour pouvoir communiquer, etc. Tout ça, c'est essentiel parce qu'en fait, le jour où ça arrive, si vous n'êtes pas prêt, c'est très, très violent. C'est très violent. Prenez une attaque ransomware, les gens qui témoignent de ça vous disent que c'est vraiment très, très, très violent. Et donc, ne pas se préparer à ça, en fait, c'est très risqué. Et dans la mesure, en fait, où ce genre de crise, d'attaque, peuvent mettre à mal, en fait, la pérennité de l'entreprise, et ce qui va se passer, en fait, c'est quoi? C'est plus vous allez mettre de temps, en fait, à repartir, plus derrière, l'impact business sera élevé. Hein. Et je pense que c'est quelque chose qu'un DG est assez... entre repartir en 2 semaines et repartir en 9 semaines, l'impact business, c'est pas du tout le même. Et je pense qu'effectivement, l'organisation en fait, de tests réguliers à différents endroits de l'organisation, que ce soit des tests techniques avec les équipes techniques, toute la partie managériale, ou des tests à grandeur nature, sont de nature en fait, à pouvoir permettre de rendre l'organisation plus prête, plus résiliente, et apte en fait, à pouvoir soutenir les chocs qui pourraient arriver je ne sais quand, et ça peut arriver, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, à 4 heures du matin. En général, on n'est pas prêt. Hein. Vous dites quelque chose, Stéphane, dans vos propos. Vous dites aujourd'hui, il y a quand même une maturité. Un certain nombre de directions générales savent que ça arrivera. Pas toutes, hélas. Je peux en témoigner. Mais il y a une autre façon aussi d'accélérer sa maturité, c'est la régulation, que ce soit dans certains pays ou dans certains secteurs d'activité qui sont plus ou moins en avance. Je sais que vous avez une expérience là-dessus. Est-ce que vous pouvez partager avec nous justement un peu le rôle de la régulation dans cette accélération? Oui, tout à fait. Ouais. J'ai travaillé dans le secteur financier au Luxembourg. Nul n'est parfait, autres, hein. mais on l'aime bien. Désolé. Mais j'ai pu sentir effectivement et mettre en pratique et de voir un petit peu que ce domaine-là, en fait, qui est un peu avec le monde militaire, qui est quand même un peu plus en avance dans les secteurs d'activité. Et donc, l'Union européenne, depuis assez longtemps, en fait, impose un certain nombre de règles aux acteurs du secteur financier. Vous avez par exemple l'autorité bancaire européenne qui passe un certain nombre de guidelines sur des obligations de monitoring de tout ce qui est chaîne de sous-traitance, sur les questions IT, sur les questions de sécurité. Ils ont passé effectivement assez récemment également des guidelines sur la sécurité des systèmes d'information qui est assez proche finalement du modèle de l'ISO 27001. Donc ça veut dire qu'en fait, ils souhaitent faire appliquer en fait un modèle similaire, sans en dire le nom, mais finalement, c'est quand même très très proche, aux acteurs du secteur financier. Là, si on prend les institutions de l'Union européenne, il y a un texte qui est en préparation, qui s'appelle le règlement DORA. Donc c'est un règlement qui sera d'application stricte sur l'ensemble en fait des acteurs financiers et qui va imposer effectivement à l'ensemble des players de travailler sur toute cette partie préparation, anticipation, protection, mais aussi sur la partie entraînement. Donc ils vont avoir dans la loi l'obligation de se tester régulièrement, de s'entraîner. Et c'est quelque chose qui va arriver, si on regarde un petit peu aussi la révision de la directive Nice, qui est en préparation et en discussion au niveau du Parlement européen. On voit très bien qu'effectivement, dans les 8 points qui doivent être suivis par les acteurs qui seront dans le scope, et il y a vraiment un élargissement du scope, et c'est ça qui commence à être intéressant aussi. Ce n'est pas que le secteur financier, qui est peut-être pionnier, en tout cas un peu plus en avance. Il y a un aspect, effectivement, où les tests de crise, de tests de continuité d'activité, sont dans les 8 points clés qui devront être respectés. Donc effectivement, la régulation, enfin en tout cas la loi, les directives,
Et effectivement, les translations dans le droit français sont de nature aussi à faire aller dans la bonne direction les acteurs. D'accord, donc on peut dire que la régulation peut être une bonne pratique dans la préparation. Ce n'est pas toujours évident, mais là, avec l'exemple que vous citez, effectivement, ça paraît très, très bénéfique. Je reviens vers vous, Sébastien. Vous parliez tout à l'heure de partage d'informations, de l'importance sur les groupes de hackers, etc. Justement, cette coopération, si on doit élargir un petit peu ces bonnes pratiques, vous pouvez nous donner 2-3 bonnes expériences Oui, bien sûr. En fait, ça rejoint tout à fait ce que tu disais, Stéphane. C'est que les directives européennes tendent à inciter à la collaboration, à la coopération. Après, dans les CERT, c'est quand même quelque chose qui est fait assez naturellement. Donc, il y a une très grosse coopération inter-CERT. Une communauté qui vit, qui permet de partager des indicateurs de compromission, des pratiques vues sur certains secteurs. Alors, dans le CERT Advance, on a la chance de pouvoir couvrir un certain nombre de métiers qui sont très différents, que ce soit de la santé, de l'agroalimentaire, vraiment des choses qui sont très très différentes. Et on a déjà par le passé pu utiliser le résultat d'interventions comme celle qu'on a fait il y a quelques semaines dans l'ouest de la France pendant presque 10 jours pour une histoire de ransomware. Donc tout le post-mortem de cette intervention va aussi servir à alimenter la préparation pour pouvoir justement avoir toute une pédagogie auprès de nos différents clients et partager ça également avec les autres CERT. D'accord. Donc on voit effectivement qu'au-delà on parlait un petit peu de la régulation, là on est plus dans le partage un petit peu d'informations techniques dans le crimier. Vous, Marie, vous nous aviez dit, finalement, ce qui est important dans la préparation, c'est d'intégrer à la fois la partie technique, non technique, d'avoir un petit peu une ouverture large. Est-ce que vous pouvez aller au-delà et nous dire un petit peu en termes de bonnes pratiques? Oui, ce que je trouve intéressant dans ce qui vient d'être dit, c'est que c'est vrai qu'on constate depuis 2 ans, depuis le premier confinement, qu'il y a eu un avant et un après dans la cybersécurité. Vous l'avez senti, vous l'entendez, et que les préparations, entre guillemets, elles passent par de la régulation, elles passent par de la standardisation, par de la normalisation, par de la coopération. Et ça, c'est au niveau tout à fait global. Et puis quand on redescend à un niveau plus local, vous avez aujourd'hui un ensemble de parties prenantes qui sont là pour accompagner, pour aider à la sensibiliser, pour aider à faire prendre conscience des risques, pour aider les entreprises à mesurer ces risques de manière extrêmement concrète aussi, parce que c'est dans la préparation l'un des piliers qui est absolument majeur, c'est de dire quels sont les risques dans votre entreprise, quels sont les assets, quels sont les bijoux de votre entreprise, qu'est-ce qu'il faut protéger tout en particulier, et puis au regard de ça, qu'est-ce qu'on va mettre en place en termes de cybersécurité. Et en termes de préparation, il y a à la fois la prise en compte, et ça on l'a beaucoup entendu depuis tout à l'heure, la prise en compte de l'ensemble des parties prenantes. Et quand on parle de cette fois-ci d'humains et des personnes qui entourent, ça passe par les assureurs, ça passe par auprès de qui je vais déposer plainte, ça passe auprès de qui, ok, j'ai une crise, qu'est-ce que je vais appeler en premier, ça passe par la communication de crise, par cette gestion-là, y compris, vous l'avez, je crois, mentionné tout à l'heure, avec des biais cognitifs. Donc il y a l'ensemble des parties prenantes, et puis il y a les actions qui vont être menées les unes après les autres. Et cette complémentarité entre la partie de gestion de crise humaine et la partie technologique, elle est absolument fondamentale et elle est exacerbée. Parce que quand on est pompier, vous voyez une maison brûler, la maison elle brûle, et une fois qu'elle est brûlée, c'est fini. La crise est terminée. Alors qu'en cybersécurité, une fois que la maison a commencé à brûler, ça démarre tout juste. Parce que c'est là où il va falloir comprendre, et l'un des plus gros risques, et ce pourquoi, de notre côté, quand on intervient en réponse à incident, je vous le disais tout à l'heure, on met en place notre XDR plateforme avec toute la force de l'intelligence artificielle, de la threat intelligence, des capacités de compliance, des capacités d'audit pour voir tout ce qui se passe sur le parc, parce que l'un des gros risques que vous avez, notamment quand il y a un ransomware, c'est que vous avez des agents dormants et que l'attaquant, il vient une première fois, mais il va réattaquer 3 jours après, il va réattaquer 10 jours après. Donc cette partie technologique-là, elle est absolument indispensable aussi,
comme l'est l'ensemble de la gestion de crise d'un point de vue plus humain. Et je crois qu'on a déjà dépassé l'horaire. Ouais, je crois que je vais remercier nos 3 intervenants, en particulier d'avoir abordé vraiment les différents aspects de la préparation, qu'ils soient techniques, technologiques, juridiques ou humains. Grand merci à vous 3 et je laisse la parole à nos amis de Suez pour la suite.